Bonjour. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un problème crucial, d'un problème qui mine l'Afrique et une bonne partie du monde. Il s'agit du problème de l'instabilité politique dans les pays africains et d'autres pays dans le monde. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette instabilité politique? Qu'est-ce qui fait que ailleurs, comme en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays du monde, en Angleterre, là-bas, il y a comme une stabilité politique. Là-bas, il n'y a pas le désordre. Il n'y a pas, par exemple, chaque fois il y a organisation des élections, il y a tout. On les a envie. Les gens quittent souvent l'Afrique pour aller dans d'autres pays, dans le monde, rester. Ils font les 40 ans, les 50 ans. Il y a même d'autres qui préfèrent que lorsqu'ils vont mourir, qu'on puisse les enterrer dans les pays occidentaux. Dans ces pays, est-ce une malédiction que possèdent ou bien qu'ont les pays africains pour constamment être instables? Ou encore, quel est le véritable problème des pays africains? C'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo des solutions pour qu'il y ait une plus grande stabilité politique en Afrique. Qu'est-ce que nous on propose? Nous allons citer quelques facteurs qui peuvent être à l'origine de l'instabilité politique dans les pays africains. On peut parler par exemple de la faiblesse des institutions. Ça c'est un. De deux, on peut parler par exemple des conflits ethniques. De trois, on peut parler de la mauvaise gouvernance. De quatre, les inégalités socio-économiques. De cinq, on peut parler de l'ingérence étrangère. Voilà par exemple ce qui peut être à l'origine de l'instabilité politique dans les pays africains. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons voir par exemple en 5 étapes, avec 5 solutions. Nous allons donner 5 solutions pour plus de stabilité des pays africains. Nous allons proposer 5 solutions pour qu'il y ait plus de stabilité dans les pays africains. Comme première solution, nous allons dire que de 1, il faut renforcer les institutions démocratiques. Donc, en fait, pour créer des institutions démocratiques, dans un premier temps, il faut créer des institutions fortes et indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, une institution judiciaire autonome. Lorsqu'on parle d'institution judiciaire autonome, vous avez vu dernièrement aux États-Unis, je vais prendre le cas pour qu'on puisse bien se comprendre. Donald Trump a signé comme vous savez que le premier jour de son investiture, le 20 janvier 2025, lors de son investiture, Donald Trump a eu à signer près de 26 décrets. Il y a un des décrets qui a été, donc un juge a directement opposé et un juge fédéral s'est directement opposé et a dit ce décret est anticonstitutionnel et ne peut pas être appliqué aux États-Unis. C'est le droit des terres. Donc, j'attire l'attention sur ça pour montrer comment les institutions américaines sont fortes. Comment un chef d'État peut voir sa décision être annulée. Un décret être annulé par un juge fédéral. Donc, je disais pour les pays africains qu'il fallait que les institutions soient fortes et autonomes et indépendantes. Donc, j'ai parlé des institutions judiciaires. On va voir les autres institutions. Les institutions parlementaires. Le Parlement doit être fort. C'est le Parlement qui est là pour les lois, pour établir les lois. Le Parlement est là pour surveiller l'action du gouvernement, pour contrôler l'action du gouvernement. Il faut des institutions fortes, c'est-à-dire un Parlement fort et puissant, qui doit être capable de dire au Parlement, qui doit être capable de dire au gouvernement, ici, vous devez vous justifier, vous devez nous dire pourquoi est-ce qu'il y a ceci ou bien cela. Et il faut aussi des institutions électorales autonomes et indépendantes. C'est-à-dire, bon, on sait que d'habitude dans les pays africains, les institutions électorales sont à la merci, on va dire, sous la domination de l'organe exécutif. C'est-à-dire, le gouvernement nomme, le président de la République, le chef de l'État nomme tous les membres, très souvent, tous les membres de l'organe électoral. Et très souvent, ces membres de l'organe électoral sont souvent des membres
qui soit à la merci, sous les bottes de l'exécutif, sous les bottes du chef de l'État. Et cela pose un problème sérieux pour la liberté des institutions. Ce sont des institutions très souvent qui ne sont pas fortes. Mais voilà, ce sont des propositions qu'il essaie de donner. Il faut que ces institutions soient autonomes. On continue. Aussi, il faut encourager donc les processus électoraux. Pour cela, il faut former les scrutateurs, c'est-à-dire ceux qui vont suivre les élections. Il faut parfois acheter le matériel pour que le vote soit, par exemple, électronique et que le système de vote soit informatisé, de sorte que on peut avoir les résultats en une journée, c'est-à-dire en moins d'une journée, c'est-à-dire que dès que les élections sont finies à 18h, à 20h, on peut avoir les résultats des élections. Il faut, par exemple, faire en sorte que les scrutateurs ne soient pas intimidés ou influencés par certains leaders des partis au pouvoir ou encore certaines élites mal intentionnées. Il faut limiter le mandat présidentiel. Mais vous savez, en Afrique, l'une des choses qui est commune à la plupart des chefs d'État, à l'instar du Cameroun, le fait constamment, d'autres pays aussi, la Côte d'Ivoire l'a fait récemment, d'autres pays l'ont fait. Et vous voyez par exemple le fait de modifier constamment les constitutions pour rester au pouvoir, ça c'est le propre des Africains et c'est à l'origine, cela est à l'origine de beaucoup d'instabilité dans beaucoup de pays africains. Donc, il faut limiter le mandat présidentiel. Au Cameroun, par exemple, les constitutions ont été modifiées. Vous savez qu'il y a eu une constitution en 1997 qui donnait la possibilité au président de la République, au chef de l'État, d'être voté pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Or, maintenant, renouvelable une fois. Ça, c'est la constitution de 1997. Cette constitution a été modifiée en 2008, donnant la possibilité au président de la République d'être voté pour un mandat de 7 ans simplement renouvelable. C'est-à-dire que le chef de l'État, le président de la République, qui avait déjà par exemple fait 2 mandats, peut maintenant reprendre tout à zéro. Vous savez que la loi, lorsqu'une loi est votée, alors c'est à partir de ce moment-là qu'elle prend effet. C'est-à-dire qu'on oublie carrément le passé. Tout ce qu'on a fait dans le passé ne compte plus. C'est maintenant, on devient comme neuf tous devant la loi. Donc voilà, par exemple, lorsque je fais cette proposition, la limitation des mandats pour encourager, pour faire en sorte qu'il y ait stabilité politique. Alors, je voudrais dire aussi que faire en sorte que, derrière ça, il faut aussi faire en sorte que les constitutions ne soient pas tripatouillées ou modifiées à tout moment. Il faut aussi promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Ça, c'est quelque chose qui est primordial parce que la corruption est à l'origine de beaucoup d'inégalités dans la société. Pardon, il y a ceux qui peuvent payer, il y a ceux qui ne peuvent pas. Il y a par exemple des personnes et cette corruption fait en sorte que quelque chose qui est de droit devient un devoir. C'est-à-dire que une chose qu'on doit me donner gratuitement, on me demande de payer. C'est comme ça que certains pays achètent parfois des concours. C'est comme ça que d'autres achètent par exemple des intégrations. C'est comme ça que les postes de travail, c'est-à-dire les emplois, sont monétisés. Les formations sont monétisées. Parfois, on peut aller jusqu'aux diplômes qui sont monétisés. Et là, par exemple, ça pose un sérieux problème parce que cela peut être à l'origine d'une instabilité dans la mesure où ça crée des inégalités au niveau de la société. Donc, il faut lutter contre cette corruption-là. Il faut promouvoir la bonne gouvernance. Ça va permettre aussi de participer à la stabilité politique dans les pays africains. Donc j'ai dit de deux. De un, on a dit qu'il fallait renforcer les institutions démocratiques. De deux, il faut promouvoir la bonne gouvernance. Comment est-ce qu'on peut faire pour la promotion de la bonne gouvernance? Comment on peut faire pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption? Il faut dans un premier temps adopter des politiques de redevabilité. C'est-à-dire que les gouvernants doivent être capables de rendre compte devant les gouvernés. Les administrateurs doivent rendre compte au peuple par rapport à leur gestion.
Voilà par exemple ce qu'on appelle la politique de redevabilité. C'est déjà appliqué par exemple au niveau du Parlement. Des parlements, ça dit que le gouvernement rend compte au Parlement. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller loin. Il faut aller plus loin. Que les gouvernants sachent qu'ils travaillent pour les gouvernés. Et qu'ils soient capables donc de rendre compte aux gouvernés. Voilà par exemple ce que nous pouvons dire en ce qui concerne. Voilà par exemple, on va continuer. Il faut renforcer, dans un second temps, il faut renforcer la lutte contre la corruption. En faisant comment? En créant par exemple des organes qui seront capables d'enquêter, des organes qui seront capables de punir les corrupteurs et les corrompus. Au niveau du Cameroun, si par exemple, s'il fallait citer le cas du Cameroun, ces organes ont été créés. Il y a le contrôle supérieur de l'État, il y a les luttes anticorruption, il y a beaucoup d'organes qui ont été créés. Mais est-ce que ces organes-là font véritablement le travail ou bien il y a une influence? Ces gens-là ont toujours peur. Parce que la plupart du temps, ils savent qu'ils doivent leur position à une personne. Et ces personnes-là sont redevables par rapport à ceux qui les ont nommés. Et très souvent, au niveau des pays africains, les gens, c'est-à-dire ceux qui sont nommés ont peur des élites parce qu'ils ont besoin de la protection. Ils ne sont pas autonomes. Ils dépendent étroitement de ceux qui les ont nommés. Ça fait qu'ils n'ont pas la main libre de pouvoir faire le travail qu'on leur demande. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Et vous savez que c'est la justice. Parce que, en fait, c'est la justice qui est capable de dire si une personne est coupable ou pas. Donc en temps normal, cet organe-là ne peut pas se substituer à la place de la justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui puisse dire si une personne est coupable. Donc lorsqu'on crée ces organes-là, la plupart du temps, on va dire que ce sont des organes libres, mais ça ne peut jamais être autonome. Dans la mesure où ils ne doivent pas... Lorsque, par exemple, il y a des enquêtes, il faut traduire devant une juridiction. C'est-à-dire, soit on crée des juridictions spéciales pour pouvoir juger ces genres de problèmes. C'est-à-dire que si on a croisé des corrupteurs et des corrompus, si par exemple il y a des poches de corruption, que par exemple cela soit traduit devant ces genres de tribunaux. On va aussi parler de la coopération avec d'autres pays internationaux pour lutter toujours contre la corruption. Parce que il faut lutter contre, vous voyez par exemple l'argent que ces gens-là ont, parfois ils partent investir dans les pays étrangers. Donc il faut lutter contre la fuite des capitaux, contre par exemple ces capitaux illicites qui sont transférés dans d'autres pays ou dans d'autres États. On peut aussi citer ici la transparence dans la gestion des ressources naturelles, comme le bois, les minéraux, les terres arabes, on peut encore citer quoi? Le pétrole, qui profite. Il faut s'assurer que véritablement ces biens-là profitent véritablement à la population et non à certaines élites. Et non à certaines élites. Il faut vérifier, s'assurer effectivement que les populations profitent véritablement. C'est donc la raison pour laquelle j'avais parlé, je parle toujours dans mes vidéos de ce qu'on appelle l'anthropologie. Parce qu'il faut comprendre la population, il faut savoir ce dont la population a véritablement besoin. Il faut comprendre la population, savoir que cette population a plus besoin de telle chose que de telle autre. Et ne pas penser à la place de la population. Il faut coopérer avec elle, essayer d'échanger avec elle pour connaître ses aspirations profondes, pour connaître ses besoins profonds. En troisième position, on va dire qu'il faut répondre aux causes profondes des conflits. Répondre aux causes profondes des conflits, ça veut dire quoi? Qu'il faut ici s'assurer qu'on gère les conflits ethniques et territoriaux par la promotion d'un dialogue inclusif entre les communautés et mettre en œuvre des politiques de justice et de réconciliation traditionnelles. En fait, il faut s'assurer que chaque fois les petits conflits entre les populations, il faut être capable de les régler de façon juste. Et parfois, il faut appliquer la justesse et non la justice. Parce que parfois, il est impossible d'appliquer la justice. Et on peut bien se poser la question que qu'est-ce que la justice? Bon, allons-y d'abord. Ou qu'est-ce que la justesse? On va d'abord continuer, on reviendra peut-être. Et encore, on va parler d'une autre chose qui est vraiment importante. Pour toujours
nous sommes dans le cas, par exemple ici, de répondre aux causes profondes des conflits. Pour répondre aux causes profondes des conflits, on doit s'assurer que les personnes qui sont chargées de la sécurité sont bien formées, sont bien équipées et qu'elles n'utilisent pas, elles ne sont pas utilisées par les politiciens ou bien par les politiques. Elles ne sont pas à la merci des hommes politiques, qu'elles sont là pour servir le peuple et non pour servir les hommes politiques. Parce que dans la plupart de nos États, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les militaires, sont souvent utilisés par les gouvernements pour mater le peuple. Donc leur rôle, c'est beaucoup plus, ils ont souvent tendance à avoir des rôles plus politiques que sécuritaires. Or, en temps normal, ils devraient servir pour la protection de la population, pour la sécurité des biens et des personnes. Et très souvent, ces forces de sécurité et l'armée sont souvent plus utilisées par les forces politiques pour écraser leurs adversaires politiques ou leurs opposants. Et ça, c'est quelque chose à proscrire, c'est quelque chose à éviter. C'est quelque chose qu'il ne faut pas appliquer si on veut véritablement construire des pays qui ont une stabilité politique. Il faut aussi investir dans le développement local. Vous savez, si les populations qui se trouvent dans les villages ne se sentent pas concernées par le développement, si par exemple il n'y a pas les routes, s'il n'y a pas l'eau potable, s'il n'y a pas de dispensaires ou les écoles dans les villages, s'il n'y a pas par exemple les hôpitaux, parfois dignes de ce nom, dans les villages, alors ces populations peuvent se sentir exclues. Et cela peut être cause d'une instabilité. Si par exemple les personnes qui sont au village n'ont pas les moyens, dans un quatrième temps, il faut renforcer les organisations régionales. Il faut encourager ou bien encore, il faut encourager l'intégration régionale et la coopération. Voilà ce qu'il faut faire normalement. Comment on peut faire cela? Par comment est-ce qu'on peut réussir à le faire? Renforcer les organisations régionales comme l'Union africaine. Renforcer aussi la coopération entre les pays. Renforcer la coopération ou encore les organisations sous-régionales comme la CEMAC, la CEDEAO et les autres organisations sous-régionales. Créer des mécanismes de sécurité collective, c'est-à-dire créer par exemple des armées qui peuvent aller imposer la paix, imposer l'ordre dans un pays. Mais cela peut être négatif. C'est-à-dire le fait de ce que je viens de dire là, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État, c'est-à-dire ces armées-là peuvent être la merci des chefs d'État et peut être un instrument de déstabilisation plutôt. Donc là, il faut prêter très attention à ce que je suis en train de dire là. C'est quelque chose qui doit être manipulé avec minutieux. Donc, il faut harmoniser les politiques économiques. Il faut encourager les échanges économiques entre les pays, au niveau des sous-régions, au niveau par exemple des régions, au niveau par exemple entre les différents pays, et créer par exemple s'il y a possibilité des sources de complémentarité. C'est-à-dire que par exemple entre les pays, on peut s'échanger ceci au plan agricole, on peut s'échanger ceci et faire une véritable coopération, même au niveau éducatif, entre les États. C'est-à-dire créer des écoles sous-régionales, créer par exemple des centres de formation sous-régionales ou continentales. Bref, voilà tout ce qui peut permettre, les choses qui peuvent permettre une stabilité. Ça peut participer à la stabilité de nos pays africains. Dans un cinquième temps, on peut parler de l'investissement sur l'éducation et l'autonomisation des populations. Il faut faire en sorte que les populations fréquentent, que les populations puissent fréquenter, qu'elles puissent aller à l'école et qu'elles puissent se former. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles puissent dépendre d'elles-mêmes, qu'elles soient capables de se soigner, de se nourrir, de se vêtir. Voilà ce dont il faut faire. Ce par quoi il faut sensibiliser la population à connaître leurs droits et leurs devoirs et à être capable d'exiger des comptes à leurs dirigeants. Il faut favoriser l'éducation des jeunes et de la femme.
c'est-à-dire une éducation inclusive, en faisant que toutes les personnes de la société, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, puissent fréquenter, puissent avoir accès à l'éducation, à la formation. Dans un autre temps, il faut soutenir le mouvement des jeunes et de la société civile. Il faut les soutenir et impliquer les jeunes dans le processus de gouvernance, dans le processus politique, et encourager les organisations locales à jouer un rôle actif dans la promotion de la démocratie. Mais pour appliquer tout cela, pour mettre en place tout cela, pour faire en sorte que cela soit possible, il faudra que les États aient une véritable volonté politique. Il faudra que les États aient une véritable volonté politique. Il faudra que ces États, il faudra un engagement collectif des dirigeants africains. Il faudra un engagement collectif des dirigeants africains. C'est-à-dire qu'ils doivent décider de ceux, des citoyens de la communauté internationale. Ces États doivent décider de comment ils veulent, qu'est-ce qu'il faut. Ils doivent s'asseoir ensemble pour décider de l'avenir de l'Afrique. Voilà en quelque sorte, voilà en quelques mots, comment, par exemple, c'est une proposition, 5 propositions pour qu'il y ait de la stabilité dans les pays africains. En fait, je n'ai pas tout dit. Parce que, en fait, ce que j'aurais pu dire, c'est quoi? C'est qu'il fallait, selon moi, encore, s'il fallait ajouter d'autres possibilités, c'était de promouvoir le fédéralisme. Faire en sorte que les États soient capables de créer, c'est-à-dire les gouvernements, les États, les pays soient capables de créer des États, de se subdiviser en États, et qu'il y a ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir, pour permettre aux autres personnes de s'auto-gérer, pour diluer autant que possible le pouvoir. Voilà tout ce qu'il fallait savoir, tout ce que, en fait, ce sont des propositions, j'ai essayé de proposer ce qui peut permettre, par exemple, une meilleure stabilisation. Parce que les pays très vastes comme le Congo démocratique, comme la République démocratique du Congo, ou comme d'autres pays africains, le Mali, l'Algérie, en fait, il y a des pays très vastes. Et que si, par exemple, il y avait un système fédéraliste, ça pouvait permettre, par exemple, de mieux gérer les frontières, de faire un développement harmonieux, parce que le pouvoir sera déconcentré et que chaque chef d'État, parce que prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays fédéral. Et vous voyez, par exemple, c'est un pays très vaste. Mais le Nigeria fait partie des piliers des pays, par exemple, les plus développés d'Afrique. Surtout en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui font les prépas concours niveau baccalauréat et niveau DCA level, l'inscription c'est 5 000 pour les prépas et les frais de prépa c'est 20 000 chaque mois. Et il faut avancer au moins ces 2 mois, je précise. Et on travaille uniquement sur Zoom et sur WhatsApp. Ceux qui font les concours Bac plus 2, Bac plus 3 pour l'entrée en 3e année ou en 4e année dans les grandes écoles. Sachez que on s'inscrit à 5 000 francs et les frais de prépa c'est 30 000 francs chaque mois. Et il faut avancer au moins 2 mois pour faire les prépas chez nous. On travaille uniquement sur Zoom et sur WhatsApp. Pour ceux qui ont besoin aussi des documents, la documentation, nous sommes en train de créer un site internet sur lequel vous aurez vos documents. Vous aurez par exemple les anciens sujets des concours. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah.